Bonjour et bienvenue à la formation Promouvoir les habiletés sociales chez les enfants d'âge bambin et les enfants d'âge préscolaire. Je me présente Cynthia Bélanger. Je suis consultante ressources avec les services d'inclusion pour les jeunes enfants. Il me fait un grand plaisir de vous présenter cette formation aujourd'hui. Donc, nous allons ensemble discuter de l'attachement et l'importance que l'attachement a auprès du développement des habiletés chez les enfants. Nous allons discuter de l'importance des liens sécuritaires en matière de développement des habiletés prosociales. Nous allons aussi réviser les étapes du développement socio-émotionnel. Il est important de savoir où se situe l'enfant auprès de son développement afin d'être capable de bien favoriser et de promouvoir les habiletés sociales. On va aussi regarder afin d'être capable de mieux faire les liens entre le jeu et les habiletés prosociales. Ceci vous aidera à offrir une programmation qui rencontre les intérêts et les besoins des enfants au sein de votre groupe. On va présenter des capsules vidéo qui mettent vraiment en valeur les habiletés prosociales que nous voulons vraiment promouvoir et favoriser chez les jeunes enfants. Et avec ça, nous allons vous présenter des stratégies que vous allez pouvoir mettre en pratique dans vos programmes afin d'enseigner les habiletés au sein des enfants et votre groupe. Et en dernier lieu, nous allons vous partager des petites ressources. Donc, l'attachement. Pourquoi est-ce que l'attachement est important et essentiel au développement des habiletés sociales chez les enfants? Un attachement s'y réfère comme étant un lien émotionnel qui est fort qu'un enfant développe avec un adulte ou un parent. C'est vraiment la première étape vers l'établissement d'un sentiment de sécurité et dans son entourage. Donc, c'est important que l'enfant ait un lien et un sentiment de confiance et de sécurité auprès de son environnement, auprès de l'adulte qui l'accompagne. Lorsque l'enfant va explorer et apprendre des habiletés, qui va faire des nouvelles découvertes, qui va s'épanouir dans son programme, il a besoin de ressentir que l'adulte sera présent, doit faire confiance que l'adulte va l'accompagner, qui va le guider à travers toutes ses aventures, tous ses succès et aussi que l'adulte va être présent pour l'accompagner à travers les moments qui vont peut-être être un petit peu plus difficiles pour lui. Ce sentiment-là va aller nourrir le désir d'apprendre et va offrir un environnement positif auprès de l'enfant et du groupe. Donc, regardons ensemble une petite capsule vidéo que j'aime bien. La vidéo a été tirée du programme Meilleur Départ, puis il décrit très bien pourquoi est-ce que l'attachement vient vraiment nourrir le sentiment et le développement chez l'enfant, pourquoi elle est si importante et primordiale auprès du développement de l'enfant. Un attachement sécurisant à un parent est important pour le développement sain du bébé. Un bébé a besoin de se sentir en sécurité et de savoir que quelqu'un sera toujours là pour l'aider. L'attachement, c'est un concept qui est vraiment important au niveau du développement puis la santé mentale chez les enfants. Et puis, c'est toute la notion de la relation qui existe entre l'enfant, le nouveau-né par exemple, et la personne qui lui prodigue les soins. Et c'est souvent, on va penser aux parents. Donc, quand on parle d'une relation d'attachement qui est saine et qui est sécurisante pour l'enfant, c'est quand le parent est en mesure de fournir des soins à l'enfant, répondre à ses besoins de façon appropriée et puis dans un délai aussi raisonnable. Quand un enfant se sent en sécurité, se sent aimé, compris par le parent, c'est sûr que ça laisse plus de place à l'exploration, à la découverte de son environnement. L'enfant va se sentir à l'aise avec le parent et puis va être prêt pour toutes sortes d'apprentissages. Va établir des relations positives aussi avec les autres enfants, avec les autres adultes avec lesquels il va entrer en contact parce qu'il a eu ce modèle positif-là à la maison.
Donc, comme elle l'a mentionné, elle fait référence à l'importance que l'enfant aussi ait l'opportunité d'observer des gens qui vont modeler les habiletés sociales. Donc, ça, en tant que personnel éducateur, on joue un très, très gros rôle auprès du développement des habiletés. Nous, on peut devenir ce modèle-là pour les enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut faire démontrer les habiletés prosociales? Ça commence vraiment en démontrant qu'on est, en tant qu'adulte, qu'on est disponible, qu'on est présent auprès de l'enfant. On est disponible pour t'accompagner auprès de toutes les aventures, les découvertes que tu vas faire. C'est important que l'enfant puisse se reconnaître ces éléments-là. On veut être engagé avec les enfants. C'est important d'établir des liens avec les enfants tout au long de la journée. On veut reconnaître que chaque moment, puis on veut profiter de tous les moments comme des moments propices à l'apprentissage. Si on pense au courant de la journée, on a tellement de petites opportunités qu'on peut avoir un moment 1-à-1 avec l'enfant. Si on pense au changement de couche, peut-être lorsque l'enfant au temps de la sieste, au temps de l'habillement, des moments où est-ce qu'on reconnaît que l'enfant nécessite et a un besoin d'être accompagné par l'adulte pour peut-être répondre à ses besoins. Ils ont besoin de nous. On veut être disponible. Puis, c'est avec cette confiance-là, puis cette disponibilité-là au cours du temps que l'enfant va venir à reconnaître notre disponibilité et va faire confiance qu'on est disponible pour lui en tout temps. Et ce sentiment-là va vraiment aller nourrir le désir d'aller découvrir et de développer, d'apprendre chez l'enfant. On veut aussi, comme adulte, être sensible auprès de l'enfant. À la sensibilité, on veut démontrer que de l'empathie auprès de ses sentiments. Lorsque le petit coco, là, il dit au revoir à maman le matin, on veut démontrer qu'on est sensible auprès de son émotion. C'est difficile pour lui, il pleure, il y a de la peine. Alors, il faut avoir une approche sensible auprès de ses sentiments et de ses émotions pour modeler aussi cette sensibilité-là. L'attention, on veut être attentif. Lorsque l'adulte est attentif aux besoins des enfants, on vient à mieux les reconnaître et capable de les répondre. Mais l'enfant, il va reconnaître que oui, on est attentif, puis on va être là pour t'appuyer, pour t'accompagner et te guider. C'est important que lorsque on est engagé, on est attentif à leurs besoins, on est présent, l'enfant va, cette confiance-là en nous, va venir à nous faire confiance qu'on est toujours présent pour lui, puis qu'on va le guider et on va l'aider à travers ses succès et tous les autres apprentissages. Donc, on veut être aussi disponible pour offrir du confort à l'enfant lorsqu'on voit qu'il en a besoin aussi. Lorsqu'on offre un soutien, on veut offrir aussi un soutien pour développer les habiletés de résolution de problèmes en étant disponible, sensible, attentif et engagé. Lorsque, dans notre approche, on priorise ces 4 états ici, on va vraiment nourrir et créer un sentiment d'appartenance, de sécurité et de confiance chez l'enfant. Puis vraiment, c'est vraiment seulement à ce moment-là que l'enfant se sent en sécurité, puis qu'il est prêt et capable d'apprendre. Si l'enfant ne ressent pas ce sentiment-là de sécurité, de confiance, malheureusement, à ce moment-là, son cerveau, son corps ne sera pas prêt à apprendre. Il ne serait pas dans un état calme et sécure pour vraiment développer des nouvelles habiletés. Donc, c'est pour ça que l'attachement puis le lien de sécurité, de confiance chez l'enfant est vraiment primordial auprès de son développement et de son bien-être. Et sans ça, on ne peut pas vraiment plonger dans le développement des habiletés prosociales parce que la fondation n'est pas là. D'accord? Donc, en premier lieu, on veut toujours favoriser, promouvoir et travailler pour développer
cet attachement-là, ce lien de sécurité avec l'enfant. Donc, réfléchissons aussi un petit peu. Je vous invite à peut-être même fermer vos yeux pour vraiment réfléchir, prendre une petite minute pour penser aux enfants dans vos programmes. Comment est-ce que les enfants interagissent, sont en interaction ensemble? Est-ce que, par exemple, est-ce que les enfants sont engagés souvent dans des jeux collaboratifs? Est-ce qu'ils s'entraident beaucoup un et l'autre? Est-ce qu'on voit des petites relations d'amitié se former? Est-ce que lorsque les enfants arrivent le matin, ils se font accueillir par les autres enfants? Ou le contraire, lorsque les enfants quittent, est-ce qu'ils vont se caresser, se donner un câlin, se dire au revoir? Comment est-ce qu'ils interagissent ensemble lors des temps de jeu? Est-ce qu'on observe qu'il y a des enfants que peut-être c'est peut-être plus difficile pour eux d'accueillir et d'accepter que d'autres enfants se joignent à eux lorsqu'ils sont très engagés dans un jeu préféré? Ou est-ce que pour un enfant, il l'accueille, il invite les autres enfants à se joindre, il recherche ces interactions sociales? C'est important de prendre un moment pour aller en réflexion afin de vraiment observer et reconnaître où est-ce que les enfants dans notre programme se situent sur le plan du développement, quelles sont leurs personnalités aussi, parce que ça aussi, ça a un impact auprès de leur développement social. Puis c'est certain que chacun, quand on commence à réfléchir aux comportements aussi qui sont véhiculés dans nos programmes, ces comportements-là, ils nous communiquent, ils nous donnent de l'information auprès de leur développement. C'est important pour nous de décortiquer un petit peu pour être capable de bien les identifier sur leur plan du développement pour assurer que nos activités, que notre matériel suscite leurs intérêts, mais aussi répond à leurs besoins sur leur plan du développement. Si on a un groupe bambin, puis on sait qu'ils aiment beaucoup, beaucoup les animaux, puis on met à leur disponibilité juste 3-4 petits animaux sur une table, c'est certain qu'on peut anticiper qu'on va avoir des comportements peut-être à défi ou des grandes émotions, parce que là, on va leur demander d'attendre leur tour ou de partager ou de communiquer ensemble, d'interagir à l'intérieur de leur jeu. Quand peut-être qu'on a déjà observé que c'est déjà quelque chose de difficile pour eux de partager. Donc, c'est important de reconnaître qui sont dans notre groupe, où est-ce qu'ils sont rendus sur le plan du développement de leur jeu, afin de bien répondre à leurs besoins puis d'offrir un environnement positif, mais aussi reconnaître où est-ce qu'ils sont rendus pour être capables de les cheminer sur leur plan de leur développement. Pour vous appuyer à faire ceci, allons réviser un peu plus c'est quoi les étapes du développement d'un enfant lorsqu'on parle d'habileté sociale. Ici, on va souligner c'est plutôt des habiletés qu'on va voir se développer chez les enfants d'âge de 14 mois à 3 ans. Mais souvenez-vous, quand on parle des âges auprès du développement, c'est vraiment un guide qui nous aide à identifier où est-ce que l'enfant peut se situer par rapport à son âge. Par contre, on reconnaît que chaque enfant se développe à son propre rythme. Donc, on veut vraiment miser sur l'âge est vraiment un guide. C'est ce qu'on peut un peu s'attendre. Mais avec nos observations, puis en connaissant plus les enfants dans nos programmes, on peut mieux adapter aussi à ceci. Donc, si on regarde un peu sur le plan social, qu'est-ce qu'on va voir souvent commencer à percevoir chez les enfants de cet âge ici? Ils vont peut-être, sur le plan social, commencer à démontrer plus d'intérêt auprès des autres. Ils vont expérimenter sur le plan social, peut-être en offrant des jouets, en faisant des petits échanges. Un enfant peut offrir un autre objet à un autre enfant. Ici, on va aussi voir souvent des enfants qui vont observer, ils vont commencer à découvrir l'observation. Ils vont regarder les autres enfants lors de leur jeu, lors de leurs interactions. Ils vont peut-être commencer à imiter des actions ou des gestes qu'ils ont observés. Puis, lorsqu'on a des limitations à un très bas âge, souvent, ils vont être plus portés à imiter
des comportements ou des gestes plus cause à effet. Donc, je fais quelque chose et j'ai une réaction. Peut-être pas une réaction des gens, mais une réaction dans notre environnement aussi. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on parle des enfants bambins, on va voir que ou même des jeunes préscolaires, que si un ami commence à taper sur la table, les autres amis vont commencer à taper sur la table. Alors, ça, c'est vraiment, ça fait partie de leur développement social. Ils expérimentent, ils observent, ils vont imiter pour voir s'ils vont recevoir la même réaction. Puis aussi, ça va débuter l'attention conjointe avec quelqu'un d'autre. Donc, sur le plan social, c'est vraiment ces petits éléments-là qu'on va commencer à observer et à percevoir chez les enfants. Ils vont aussi débuter à une prise de perspective. Donc, c'est certain qu'auprès de leur perspective, ils sont vraiment encore centrés sur leurs désirs, leurs émotions, mais sur le plan social, ils vont peut-être reconnaître que, attends une minute, il y a peut-être des différentes perspectives aussi. Les gens peut-être voient des choses différemment que moi. Ils ne vont pas le comprendre, mais ils vont commencer à peut-être le reconnaître. Donc, des fois, on va peut-être observer que les enfants vont s'arrêter, ils vont avoir vraiment un visage très réflectif. Alors, ça nous donne des pistes, des idées qu'ils commencent à adhérer un petit peu à leur perspective dans des situations simples, puis ils commencent à peut-être reconnaître et prendre le point de vue des autres. Et c'est aussi à cet âge ici qu'on va voir que le jeu parallèle va commencer à se développer. Puis ça, c'est vraiment où est-ce qu'on commence à découvrir le social, l'aspect social qui s'agrandit chez l'enfant. Hein, ça devient un intérêt. Souvent, on va aller de spectateur, alors il observe beaucoup, mais maintenant, l'enfant va peut-être jouer à proximité des pairs. Alors, il va chercher la proximité de ses amis, des enfants alentour de lui, en s'engageant en parallèle, juste à côté, avec des jeux similaires, mais sans vraiment faire des échanges ou interagir avec l'enfant. Mais ça, c'est un début qui nous montre que l'enfant est rendu à l'étape de s'engager à proximité de ses amis. Sur le plan émotionnel, maintenant, à ces âges ici, ils expriment bien leurs sentiments puis leurs émotions à travers des comportements. Mais il faut se souvenir qu'auprès du plan émotionnel, l'enfant à cet âge ici est seulement capable de manifester une émotion à la fois. D'accord? Donc, puis c'est toujours son émotion qui va prendre, la priorité. Hein? Donc, si un autre, moi, ou mon désir. Alors, si moi, j'ai peur, puis toi, tu es content, je ne vais pas reconnaître que tu es content. Je suis juste capable de reconnaître une émotion à la fois. L'empathie va aussi commencer à prendre une petite forme chez l'enfant. Il va commencer à faire preuve de compassion envers ses pairs. Par exemple, s'il observe qu'un enfant il pleure, qu'il a de la peine, peut-être qu'il va aller vouloir lui offrir un câlin ou lui offrir un objet pour réconforter l'enfant. Puis ça, c'est lorsque la compassion commence à se développer, ce sentiment-là. Puis, je pense que c'est important que je souligne, sur le plan de l'empathie, l'enfant va commencer à reconnaître, à démontrer des gestes empathiques envers les autres lorsque lui est dans un état calme et content et heureux. Si l'enfant vit une grande émotion ou un autre sentiment, à ce moment-là, ça va être trop difficile pour lui d'avoir de l'empathie envers l'autre enfant. Vous vous souvenez? Parce qu'il peut seulement vivre une émotion à la fois. D'accord? Ensuite, la co-régulation des émotions commence aussi à prendre de la place, de l'ampleur, commence à se développer à cet âge ici. Puis, je vais apporter votre attention à la co-régulation. Donc, la collaboration, c'est un petit peu ensemble. Donc, à cet âge ici, puis, je vous dis pendant plusieurs années encore, l'enfant a besoin que l'adulte soit présent avec lui afin de surmonter ses émotions, de se remettre de cette grande émotion qu'il vit à ce moment-là. Il a besoin, il va rechercher l'adulte pour le réconforter.
afin de revenir à un état calme. Si l'adulte n'est pas présent, c'est là où est-ce que l'enfant va quand même rechercher une façon de co-réguler et il va dépendre sur un objet sécurisant pour lui. C'est là où est-ce que la doudou ou la suce ou des choses comme ça vient à aider l'enfant à co-réguler ses émotions. Il ne le fait pas seul. Il a utilisé une stratégie autre qu'une personne parce que peut-être cette personne-là n'était pas disponible pour lui à ce moment-là. OK? Mais c'est important de reconnaître qu'il a besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour l'aider à co-réguler ses émotions. Puis ensuite, régulation de l'attention et la régulation du comportement et aussi au plan émotionnel, des habiletés qui commencent à développer chez l'enfant. Alors, côté du comportement, il va peut-être commencer à reconnaître des indices pour arrêter ses actions. Il va commencer à développer des stratégies pour aider avec son impulsivité. Okay? Lorsqu'un autre enfant lui dit « arrête », ça, c'est des indices visuels qui vont envoyer des messages à son cerveau et reconnaître comment il peut réguler son comportement. D'accord? Alors, l'enfant commence à développer ces habiletés-là. Mais c'est quand même des habiletés, il faut se souvenir, qui sont très complexes. Puis quand on parle de développement d'habiletés socio-émotionnelles, je vous le dis, c'est un cheminement. Hein? C'est un cheminement qui nous accompagne vraiment tout au long de notre vie. Puis, on vient maître de nos habiletés, puis nos habiletés deviennent des acquis parce qu'on a beaucoup d'expérience et beaucoup de pratique. Donc, tu sais, les petits cocos là, qui arrivent dans vos programmes, même à 3 ans, 3 ans et demi, 5 ans, tout dépend de leurs expériences, la pratique, les apprentissages qu'ils ont eus auprès de leur vie, qui vont les avoir aidés à développer ces habiletés-là. Donc, c'est important que lorsqu'on parle de comportement à défi par rapport sur le plan social, ce n'est pas parce que l'enfant choisit, c'est plutôt parce que c'est là où est-ce qu'il est rendu sur le plan de son développement. Puis c'est important de reconnaître que lorsqu'on observe des comportements, lorsqu'un enfant prend un objet d'un autre enfant sans lui demander, c'est parce qu'il n'a pas l'habileté de demander, il ne l'a pas appris encore. Il a un désir de « je veux le ballon, alors je vais le prendre ». Donc, il n'a pas développé les habiletés. Donc, c'est important de reconnaître que tout comportement qu'on observe dans nos programmes puis que les enfants nous véhiculent, nous communiquent, nous aident à comprendre où est-ce qu'ils sont rendus sur leur plan de leur développement, puis vont vous aider à cibler quelles habiletés est-ce qu'on peut maintenant enseigner afin de vraiment appuyer l'enfant auprès de ces interactions sociales. Maintenant, si on regarde plutôt chez les enfants d'âge de 2 ans et demi à 6 ans, puis je vais répéter encore, souvenez-vous, c'est un guide, hein? C'est seulement un guide, chaque enfant se développe un propre rythme. Donc, chez les enfants rendus vers 2 ans et demi, c'est là où est-ce que sur le plan social qu'on veut voir que les relations, les amitiés commencent à se développer, hein? Commencent à prendre une petite importance. Les enfants recherchent à avoir des liens d'amitié, à se faire des amis. Puis ça, parfois, ça peut venir très naturel pour des enfants. Puis pour d'autres, ils vont besoin que les adultes les accompagnent à travers ces apprentissages-là et les opportunités qui vont leur être offertes. À ces âges-ci, on va voir souvent que les enfants vont chercher peut-être les autres pour jouer. Ils vont peut-être offrir du matériel de jeu, hein, inciter l'invitation dans le jeu pour créer des amitiés. Ils vont peut-être aussi on va observer qu'ils vont jouer avec les autres en collaboration parce qu'ils ont commencé à former des amitiés. C'est souvent aussi basé par des intérêts en commun. Hein? Alors, ils vont jouer souvent vers 2 ans et demi ou même plus tôt, ils vont jouer avec les amis qui sont près d'eux, qui sont engagés dans la même activité qu'eux. Alors, c'est vraiment basé sur des intérêts en commun. Ensuite, on va aussi voir naître la résolution de vouloir commencer à résoudre des conflits, hein, des problèmes sociaux. Alors, ils vont commencer à développer les habiletés d'être capables d'exprimer ce qu'ils désirent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Ils maîtrisent leurs émotions afin de résoudre aussi les conflits.
Alors ça, c'est un très long processus aussi. Mais ils vont aussi commencer à pouvoir être un petit peu plus à l'écoute puis de leur père. Sur le plan social, les habiletés de se joindre à un groupe, hein, c'est vraiment à ces âges-ci qu'on veut favoriser et développer ces habiletés-là, qu'on voit que les enfants, auprès de leur développement, sont prêts à entrer dans le jeu. Alors, on peut enseigner comment est-ce qu'on rentre dans un jeu auprès d'un ami. Premièrement, l'enfant va apprendre à observer avant d'entrer, hein? Observer avant de jouer pour mieux comprendre ce que l'enfant est en train de faire. Comme ça, je vais pouvoir rentrer dans le jeu de façon positive. On va enseigner à l'enfant peut-être de proposer un jouet ou une idée, faire un commentaire sur lequel le jeu de l'enfant. « Wow, tu construis avec les blocs. Qu'est-ce que tu construis? » Alors, on va s'interroger pour pouvoir bien entrer dans le jeu. Si l'enfant répond « Ah, je construis une route. »« Oh, wow, est vraiment belle ta route. Est-ce que je pourrais t'aider à construire ta route? » Alors là, c'est une façon qu'on veut montrer aux enfants comment entrer dans le jeu en posant des questions, en s'intéressant au jeu de l'enfant. Comme ça, l'enfant qui est engagé dans son jeu va être plus facile d'accueillir un enfant qui rentre de cette façon ici dans son jeu. L'habileté d'entraide est aussi une habileté qu'on va qui commence à prendre de l'ampleur chez l'enfant vers cet âge ici. Hein. Il va offrir de l'aide. Il va être capable aussi d'identifier les émotions des autres. Alors, lorsqu'un enfant pleure, il va pouvoir dire qu'il est triste ou qu'il s'est fait mal. Il va offrir du confort. Il va vouloir vraiment aider les autres. Hein. Lorsqu'un ami se blesse, il va peut-être vouloir être la personne qui va lui chercher de la glace. Alors, il va vraiment chercher à aider, à entraider ses pairs et même beaucoup les adultes. Hein. Sur le plan social, à cet âge-ci, on voit que les enfants veulent des petites responsabilités, ils veulent aider. Ils veulent se sentir qu'ils sont compétents d'aider et de participer pleinement dans des activités comme ça. Donc, c'est important de nourrir ce besoin naturel chez l'enfant parce que ça vient naturellement, ça fait partie du développement des habiletés sociales. Parfois, on doit l'encourager, puis on doit l'encadrer, mais on veut nourrir ce sentiment-là d'entraide, puis vous allez voir un petit peu pourquoi plus tard. Donc, sur le plan émotionnel, pensons encore les enfants de 2 ans et demi, 4 ans, 5 ans. À ce moment-là, l'estime de soi prend vraiment de l'ampleur. L'enfant va avoir plus de confiance en lui, il va s'affirmer, il se juge comme une personne digne à ce moment-ci. Hein? Il va commencer à agir de façon responsable envers les autres aussi. Alors, c'est important de valider, de renforcer ce sentiment-là de confiance chez l'enfant parce qu'on veut qu'il développe une belle estime de soi. Ensuite, sur le côté émotionnel, il va commencer à reconnaître et exprimer les émotions. Hein? Il va étiqueter comment il se sent, ses émotions. Je suis frustrée, je suis fâchée. Puis, dépendamment aussi avec l'âge et avec les expériences, il va pouvoir exprimer beaucoup plus d'émotions que seulement les émotions de base. Hein? Donc, ça aussi, ça va devenir plus complexe pour lui, mais il va pouvoir aussi les reconnaître. Puis, ces éléments-là auprès du développement émotionnel sont vraiment importants plus tard dans les habiletés sociales puis dans nos interactions. C'est très important d'être capable d'exprimer nos émotions puis de les reconnaître. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va être capable d'être en régulation de nos émotions et de nos comportements. Alors, on va peut-être, les enfants à ces âges-ci vont commencer à déterminer et à avoir des stratégies pour les appuyer auprès de leur impulsivité, auprès de leur comportement sur le plan social. Hein? Parce qu'avant 2 ans et demi, l'impulsivité prend une très, très, très grande place. Elle reste très importante chez un enfant, mais il va développer des façons de mieux gérer cette impulsivité qui prend un contrôle à l'intérieur de eux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va développer aussi cette régulation de l'attention, des émotions puis du comportement.
Donc, au plan des points de connexion un peu, là, quand on parle de les étapes du jeu par rapport au développement des habiletés sociales et émotionnelles, le jeu va vraiment nous aider à découvrir où est-ce que l'enfant se situe sur le plan émotionnel. Hein? On veut vraiment aller observer afin de déterminer à quelle étape du jeu est-ce que l'enfant se retrouve. Ceci peut vous aider aussi à déterminer et reconnaître quelles habiletés qu'on veut enseigner, qu'on veut cibler, prioriser au sein de l'enfant, mais aussi peut-être au sein de notre groupe. Si l'enfant, par exemple, il est plutôt au stade du jeu solitaire, mais c'est certain qu'on ne va pas s'attendre qu'il est capable de s'engager dans un jeu coopératif, de partager les objets, le matériel, de demander d'avoir un tour, d'attendre son tour. Alors, tous ces éléments-là, quand on parle de jeu, ça nous demande d'utiliser nos habiletés sociales afin d'être capable de bien s'engager dans divers stades de jeu. Puis, les stades de jeu enchaînent et suivent vraiment le développement des habiletés sociales. Puis, ce que j'aime des stades de jeu, c'est oui, parfois, on va l'identifier à un certain âge, mais vraiment, on a des enfants d'âge scolaire qui peut-être sont encore dans le jeu solitaire parce qu'ils n'ont pas développé les habiletés sociales pour leur permettre de s'engager dans un jeu parallèle ou dans un jeu associatif avec ses amis. Donc, ils sont vraiment interliés un et l'autre. Puis, c'est important de reconnaître ces éléments-là. Ce que je trouve important aussi d'identifier où est-ce que les enfants se situent au stade du jeu, ça va aussi vous aider à offrir une programmation et un environnement qui répondent bien à leurs besoins. Si on est dans un groupe bambin où est-ce que le jeu parallèle n'a pas encore eu beaucoup d'opportunités, puis on voit que c'est encore difficile, les enfants sont encore plutôt dans le jeu solitaire et spectateur, puis on va s'assurer qu'on offre plusieurs matériels qui sont similaires afin de ne pas s'attendre que les enfants soient capables d'attendre leur tour ou de jouer, de partager du matériel avec les enfants. C'est vraiment lorsque l'enfant devient plutôt dans le jeu spectateur parallèle qu'on peut vraiment introduire de partager du matériel puis de s'engager dans des activités de but commun. Donc, c'est certain que ces observations vont vous aider à, encore là, déterminer où est-ce que l'enfant se situe, puis quelle habileté qu'on veut enseigner aux enfants et comment est-ce qu'on va les enseigner. Puis c'est souvent à travers le jeu aussi. Donc, on veut identifier où est-ce qu'il est présentement, puis quelle est la prochaine étape. Où est-ce qu'on veut le cheminer et comment est-ce qu'on va le cheminer à développer ses habiletés. Donc, on a fait un survol sur le développement socio-émotionnel de l'enfant de bambin après-scolaire. Puis, on a aussi regardé c'est quoi les points de connexion avec le jeu et les habiletés sociales. Donc, maintenant, je vous présente 4 habiletés prosociales qui est très, très important. Puis, je veux vraiment qu'on mise à favoriser et promouvoir ces 4 habiletés ici au sein du développement des enfants et de votre groupe. Ce sont vraiment les habiletés qui, de base, pour créer cette fondation pour que plus tard, l'enfant, lorsque les relations sociales deviennent plus complexes, qu'il a cette fondation ici pour soutenir le développement des prochaines habiletés. Lorsque les enfants ont de la difficulté plus tard dans les enfants d'âge scolaire ou lorsque les habiletés deviennent plus complexes, on se rend compte souvent que c'est souvent ces habiletés prosociales ici qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité de se développer pleinement chez l'enfant. Je vais vous présenter, on va regarder à des capsules vidéo qui décrit très bien puis qui vous donne des petites mises en scène de chacune de ces habiletés sociales. Je vais vous présenter des stratégies aussi qui vont vraiment vous appuyer afin de favoriser et promouvoir ces habiletés prosociales au sein de votre groupe. Lorsque vous allez visionner les vidéos, je vous encourage de vous questionner sur 2 différentes pistes de réflexion. Quel est le rôle du personnel éducateur
auprès de cette habileté-là? Comment est-ce qu'on peut vraiment promouvoir et appuyer le développement de l'habileté de partage, de prendre son tour, d'aider, prendre soin et de la résolution de conflits chez l'enfant? Puis, quelle stratégie de soutien est-ce que vous mettez déjà en place? Et peut-être, je vais vous en proposer des nouvelles aussi. Donc, allons-y. On va commencer par la première capsule vidéo qui va mettre en évidence l'habileté processiale de partager. Hein, parce que ça, on le sait tous, hein, c'est vraiment une habileté qui est très grande, qui prend beaucoup de place aussi au sein d'un service de garde dans un groupe. Iliane construit un train avec des blocs. Voyant que Laura s'amuse avec sa construction, Iliane accourt pour la récupérer. Chacun manifeste son désir d'avoir les blocs pour lui tout seul. Pourquoi partager est-il si difficile quand on est tout petit? Bah oui, mais en même temps, c'est Kylian qui l'avait monté. Hein. Avant l'âge de 3 ans, l'enfant est centré sur lui-même. Il a l'impression que les personnes et les objets qui l'entourent ne sont là que pour lui. Il ne comprend pas encore que l'autre existe avec ses propres émotions et ses propres désirs. C'est pourquoi cela crée parfois des conflits. Laura et Iliane ont peu de mots pour exprimer ce qu'ils veulent, et leur cerveau n'est pas encore assez mature pour qu'ils puissent contrôler leurs impulsions. Le rôle de l'adulte est d'aider l'enfant en nommant les gestes et les situations et de proposer des alternatives telles que prêter ou échanger son jouet. Lorsque l'enfant manifeste des comportements de partage, le féliciter lui donne envie de recommencer. Grâce à la maturation du cerveau, au développement du langage et aux interventions soutenues des adultes, Laura et Iliane apprendront à partager tout en jouant. Je suis certaine que lorsque vous visionnez cette petite vidéo-là, vous pouviez penser à plusieurs scénarios qui sont très similaires dans vos programmes parce que, comme qu'il l'a partagé, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Puis, il y a une explication pour ça. Le partage, c'est pas facile parce qu'auprès de leur développement, auprès du développement de leur cerveau, l'enfant n'a pas acquis, les habiletés ne sont pas indispensables encore pour pouvoir partager de façon positive à tous les fois. Il y a besoin de l'adulte pour l'aider à apprendre comment est-ce que je peux faire ça de façon positive avec l'enfant lors des temps de jeu. Donc, quel est le rôle de l'éducateur? Hein? Ce que j'aime beaucoup aussi de cette vidéo, c'est que l'éducateur et l'éducatrice qui étaient présents, on le voyait, ils ne se sont pas mis à la proximité de les enfants tout de suite. Ils ont vraiment donné l'opportunité des enfants de communiquer leurs désirs avec le langage que les enfants avaient à ce moment-là. Hein? On a vu la petite fille qui a dit « Non, c'est à moi ». Puis le petit gars aussi « Non, c'était à moi ». Lâche. Alors, les enfants avaient un certain langage pour être capables de vraiment s'affirmer et s'exprimer un à l'autre. L'éducateur était très attentif, il était présent, puis il observait pour voir quand est-ce que je vais devoir peut-être intervenir ou offrir une solution ou aider les enfants à ce moment ici. C'était bien, il a vraiment laissé le temps et l'opportunité aux enfants de communiquer leurs désirs ensemble. Puis, en observant et en les guidant, lorsqu'il a reconnu que les enfants peut-être ne trouvaient pas une solution puis que leurs émotions devenaient un petit peu plus grandes, ça l'escaladait un peu, tout de suite, l'éducateur a pu guider en suggérant une solution et en s'engageant, en entrant dans leur jeu pour guider ceci. Puis, je pense que c'est important à ce moment-là que le partage n'a pas été un succès, puis c'est correct. C'est correct à ce moment-là, c'est de reconnaître que l'enfant n'est pas à ce moment-là, puis on ne veut pas le forcer non plus. On veut respecter son rythme, son développement,
Mais on va aller, notre rôle en tant qu'éducateur, c'est d'offrir cette opportunité de guider l'enfant peut-être à s'engager dans un jeu en parallèle. Puis peut-être lorsqu'on rentre dans le jeu, bien là, les deux enfants vont peut-être jouer ensemble, puis on va faciliter un petit échange à ce moment-là. Mais si on prend en réflexion aussi ce petit scénario-là, les enfants partageaient le matériel par la suite, mais ils étaient pour partager les blocs, piger du même bac les blocs, mais travailler sur leur propre construction. Alors ça, c'est des petites pistes, des petits débuts qui aident les enfants à partager le matériel, mais en construisant leur propre chose. Alors, on ne s'entend pas qu'ils vont tous partager, mais on crée un environnement puis une attente qui reconnaît et répond à leurs besoins et à leur niveau de développement à ce moment-là. Ce que j'ai aussi bien aimé de cette vidéo-là, ça explique que le cerveau de l'enfant n'est pas encore développé afin de contrôler ses impulsivités ainsi que ses émotions, parce qu'ils sont très concentrés sur leurs propres désirs et leurs propres besoins. Donc, c'est important de retourner au développement et à la science du développement du cerveau aussi, qui va nous aider à mieux comprendre que l'enfant ne fait pas une crise ou un comportement défi parce qu'il le veut. C'est parce qu'à ce moment-là, il n'a pas les habiletés, il n'a pas appris comment interagir et comment partager le matériel auprès des autres enfants. L'habileté du partage, c'est vraiment la préparation à l'habileté de prendre son tour et d'attendre. Hein? Alors, on veut que l'enfant débute par partager du matériel. Hein? Lorsqu'on pense à les enfants dans un groupe bambin au préscolaire, lorsqu'ils sont engagés dans un bac sensoriel, ils partagent le matériel. C'est une activité de partage, ceci. Donc, ça crée cette fondation-là, puis c'est des opportunités positif. L'accent est vraiment mis sur la prise de conscience des enfants et de leurs interactions entre eux. Votre présence puis vos conseils pendant ces activités de jeu sont très importants pour assurer que c'est des expériences positives. On veut aussi être présent pour être capable d'aller renforcer et valider lorsqu'on voit qu'un enfant peut-être va prêter un objet à un autre enfant, partager du matériel. On veut aller renforcer ceci, hein? Parce que le plus qu'on renforce les comportements désirés, les habiletés, quand on voit les habiletés qu'on recherche, qu'on veut promouvoir, on va encourager que l'enfant va répéter ce comportement-là. Donc, oh, wow, Youssef, tu as prêté la cuillère à ton ami. Oh, merci. Bravo! Alors, on veut que l'enfant se sent en confiance de faire ceci, puis se sent validé qui a pris cette prise de décision-là de partager un objet. C'est important aussi, en tant qu'éducateur, que lorsqu'on s'attend ou on encourage le partage, souvent, on va devoir modeler et appuyer le langage. Parce que c'est certain que chez les tout-petits, le langage peut être limité. Alors, l'enfant, peut-être, n'est pas capable d'exprimer que c'est à moi ou qu'il ne veut pas. Donc, afin de promouvoir ces habiletés-là, on peut mieux guider l'enfant, l'aider à communiquer avec des gestes ou un mot simple. On veut peut-être interpréter aussi ses désirs ou ce que l'enfant tente de dire, puis le dire pour lui, afin de faciliter le partage. Moi, je vous encourage souvent à travers des activités au sein de votre programme, on peut créer des opportunités parfois où on va demander aux enfants de partager du matériel. Comme par exemple, si vous faites une activité de bricolage, peut-être que deux enfants peuvent partager le même contenant de colle. Chacun d'entre eux ont leur pinceau. Mais ils peuvent partager le contenant de colle lors de l'activité. Ceci va créer des expériences positives sans avoir des attentes trop élevées. Je pense que ça, c'est très important. Parfois, on s'attend que les enfants doivent partager, puis tu vas avoir un tour, lui va avoir un tour, et on partage ici. Mais il faut se souvenir que chez les bambins et même chez les jeunes préscolaires, parfois, ils nous ont pas eu autant de ces expériences-là et des opportunités pour pratiquer le partage. Puis, si on crée des expériences négatives,
Puis c'est à ce moment-là que ça va être encore plus difficile pour eux de vouloir partager, de voir que le partage apporte des expériences positives. Donc, c'est toujours important, c'est pour ça que c'est important de reconnaître où est-ce que l'enfant se place sur son développement pour qu'on ait des attentes et un programme, des activités qui favorisent, qui rencontrent leurs besoins, mais qui favorisent aussi leur développement. Donc, attendre son tour. Une autre habileté qui crée la fondation pour les habiletés prosociales chez les enfants. Puis je pense qu'attendre son tour, on le sait, c'est difficile. C'est encore difficile pour des adultes quand on veut quelque chose vraiment beaucoup. Là, c'est difficile quand on faut attendre notre tour. C'est un peu la même chose chez les enfants. Mais comme vous le savez, quand on développe des habiletés, l'importance, c'est de pratiquer, d'offrir des opportunités à les développer, ces habiletés-là. Donc, allons visionner le petit vidéo. Souvenez-vous, quand vous regardez la vidéo, pensez à comment est-ce que vous, en tant que personnel éducateur, comment est-ce que vous appuyez les enfants lorsqu'ils font face à des situations où ils doivent attendre leur tour, parce qu'ils ont un désir, qu'ils veulent quelque chose, mais ce n'est pas disponible à ce moment-là. Comment est-ce que vous accompagnez les enfants à développer cette habileté-là? Julie présente une marionnette de chien aux enfants de son groupe. Regarde, je vous le prête dans le jeu. Le jouet fait l'envie de tous. C'est un peu fragile. Pourquoi les enfants ont-ils de la difficulté à attendre leur tour? Annabelle exprime maladroitement son désir d'avoir le jouet. L'éducatrice intervient pour l'aider à formuler sa demande. Romy accepte de prêter le jouet à Annabelle, une fois qu'elle aura terminé. Pourtant, Romy ne lui prête pas le jouet tel que convenu. Annabelle aimerait s'emparer de la marionnette, mais elle s'efforce de retenir sa réaction. La capacité d'un enfant à contrôler ses envies, ses émotions et ses réactions n'est pas innée. Elle se développe tout au long de l'enfance, favorisant des relations harmonieuses avec les autres. Vers l'âge de 6 mois, il est normal que l'enfant développe des comportements tels que mordre, taper, pousser et donner des coups de pied. Ces agissements, qui traduisent un manque de contrôle, connaissent une hausse progressive jusqu'à l'âge de 2 ans. Ils diminueront ensuite grâce à la maturation du cerveau, au développement du langage et aux interventions soutenues des adultes. Attends, Romy, viens ici, s'il te plaît, je veux comprendre quelque chose. On peut aider l'enfant en reconnaissant ses efforts pour se contrôler et en l'encourageant à nommer ses émotions. Annabelle a réussi à attendre son tour. Peu à peu, elle développe sa capacité à freiner volontairement ses réactions. Et elle peut maintenant profiter de la marionnette. Encore ici, j'aime tellement cette vidéo. Je crois que ça démontre très bien une approche calme et neutre de l'adulte, de l'éducatrice, puis comment est-ce qu'elle accompagnait l'enfant à attendre son tour. Même si l'enfant n'a pas eu de gros comportements explosifs, on pouvait voir que c'était quand même difficile pour elle d'attendre son tour. Mais c'est important que, comme adulte, le rôle d'éducateur, c'est de reconnaître ce désir-là d'avoir quelque chose, puis d'accompagner l'enfant à pouvoir être capable d'attendre son tour, comme l'éducatrice l'a démontré. Et par la suite, c'est assuré, il faut toujours s'assurer que si l'enfant attend son tour, puis travaille fort à attendre son tour, on veut s'assurer que l'enfant va obtenir son tour afin qu'il se fait renforcer aussi, fait valider d'avoir t'as attendu tout ce temps-là, t'as attendu ton 20 secondes, t'as 1 minute, voici, tu peux avoir un tour maintenant. Alors, encore là, ça va encourager l'enfant à démontrer aussi, ça va donner l'expérience que, OK, oui, quand j'entends bien mon tour comme ça, j'ai un tour. Alors, ça va renforcer le comportement naturellement chez l'enfant. De quelle autre façon est-ce que vous pouvez encourager et développer l'habileté d'attendre son tour auprès de votre programme? Et vous pouvez vraiment planifier des activités qui favorisent la prise de tour. Donc, par exemple, lors de votre temps de cercle, vous pourriez passer un objet pour explorer ou manipuler. Puis chaque ami a un tour.
Puis, à ce moment-là, bien, on favorise, on pratique d'attendre son tour en sachant que c'est très bien structuré, facilité, guidé par l'adulte. Parfois, on va aussi rajouter d'autres stratégies, des appuis visuels pour aider à l'attente du tour, pour mieux communiquer quand est-ce que l'enfant va avoir son tour. Je vais encore prendre l'exemple de passer un objet de manipulation au cercle. Peut-être qu'on va pouvoir compter jusqu'à 15 ensemble, puis ensuite, on passe l'objet à l'autre enfant qui est à côté de nous. Puis, on fait le cercle comme ça. L'enfant va pouvoir anticiper que son tour s'en vient. Alors, ça va être peut-être plus facile pour lui de savoir qu'il va avoir un tour. Ça le sécurise dans ce désir-là, puis dans l'attente. Puis ensuite, en comptant 15 secondes, bien encore là, ça offre la structure et l'encadrement que peut-être l'enfant a besoin pour être capable de contrôler ce désir et cette impulsivité peut-être qui vit à l'intérieur de lui. Alors, il y a d'autres façons aussi qu'on peut utiliser des éléments visuels pour accompagner le tour de rôle lorsqu'on pratique ceci. Alors, souvent, on va montrer à l'enfant ou le faire sur nous aussi, notre main sur notre poitrine. C'est mon tour. Ah, maintenant, c'est ton tour. Alors, guider le tour de rôle en utilisant le langage, en modelant le langage. À ce moment-là, on enseigne le langage aussi. Puis, plus tard, l'enfant va apprendre à peut-être faire des demandes de cette façon-là. Mais aussi en confirmant que c'est mon tour et après ton tour, la formule du maintenant et après, je vous dis, c'est très magique. Ça rassure l'enfant que oui, il va avoir un tour, puis ça spécifie quand il va avoir son tour. Donc ça, c'est important aussi. Encore là, ça va alléger, puis ça va aider l'enfant à rester calme, à contrôler cette impulsivité qui est à l'intérieur de lui. On veut aussi observer, être attentif aux signaux émotionnels des enfants et être capable d'y répondre. Alors, lorsqu'on va voir, disons qu'un enfant est en train d'attendre son tour, on veut être attentif, on veut observer parce que c'est certain que si l'enfant, son émotion, son impulsivité prend une grande forme à l'intérieur de lui et continue à escalader, on va pouvoir reconnaître auprès de ces signaux, de son comportement, que, OK, oui, maintenant, c'est très difficile pour toi d'attendre ton tour. On veut toujours demeurer calme et empathique envers l'enfant. C'est difficile d'attendre son tour. On reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui se développe naturellement. Ça vient avec la pratique et plusieurs répétitions. Puis on a aussi le vidéo nous fait référence aussi au développement du cerveau. Hein. C'est vraiment une explication scientifiquement en arrière qui nous explique de pourquoi est-ce que c'est tellement difficile d'attendre son tour. On veut modeler puis faciliter les échanges de tours en petits groupes, hein? Parce que si on attend un tour avec 24 amis ou 16 amis, bien là, l'attente est encore longue. Donc, commencez toujours par faire pratiquer attendre son tour juste avec un ami ou 2 amis. Par exemple, rouler un ballon entre amis. On va pratiquer le partage de matériel, mais on peut aussi pratiquer attendre notre tour. Ah, je roule le ballon à Marie. Marie roule le ballon à Youssef. Youssef roule le ballon à moi. Alors, on attend notre tour et on partage le matériel. Alors ça, c'est des petites activités à travers le jeu où est-ce qu'on peut vraiment les promouvoir et développer ces habiletés-là. Alors, je reviens à mon demeurer calme et être empathique. Je pense que c'est important lorsqu'on voit qu'un enfant attend son tour, on va le renforcer. « Ah, tu attends ton tour pour glisser sur la glissade! Bravo! » C'est difficile d'attendre notre tour. Hein? Je sais que c'est difficile. Tu as vraiment hâte d'aller glisser. Maintenant, c'est le tour de Patrick et après Youssef, ça va être ton tour. Tu attends bien. Alors, on renforce les comportements désirés, puis on valide comment que l'enfant est en ce moment ici. Encore là, tous les messages qu'on envoie à l'enfant communiquent à l'intérieur aussi, envoie des messages à son cerveau pour apaiser cette impulsivité ici. Donc, c'est important de valider comment que l'enfant peut se sentir et de renforcer lorsqu'il attend son tour. Je vous dis, ça fait vraiment un beau changement lorsque
on demeure calme puis on est empathique auprès de leurs émotions lorsqu'on voit des enfants qui doivent attendre leur tour. Ils vont vivre beaucoup plus de succès et d'expériences positives parce qu'on va les accompagner puis on va reconnaître que oui, c'est difficile pour toi à ce moment-ci, mais je vais t'aider puis je vais t'accompagner, je vais te guider puis tu vas réussir, tu vas être capable d'attendre son tour. On veut aussi modeler, faciliter les échanges de tours comme que j'ai partagé, puis vraiment demeurer disponible pour soutenir les enfants qui ont besoin d'aide. Ça, c'est encore vraiment primordial. On veut que l'enfant ait plusieurs opportunités puis que ça soit positif. Donc, c'est important de pratiquer ceci, mais de s'assurer que nous avons aussi assez de matériel et d'équipements de jouets dans notre environnement afin de ne pas toujours avoir l'attente que l'enfant doit attendre son tour. Puis encore là, ça va à respecter puis à reconnaître où est-ce que l'enfant se situe sur le plan du développement. On veut qu'il y ait du succès. On ne veut pas toujours s'attendre ou créer des scénarios où est-ce que l'enfant doit toujours attendre son tour. Lorsqu'on sait que c'est quelque chose de difficile puis qui est en développement, on veut peut-être le pratiquer, lui offrir des opportunités et ensuite, on va augmenter les attentes en suivant son rythme et en suivant le succès de l'enfant. Les enfants, ils vont être capables, peut-être avec votre soutien, d'attendre son tour, mais être capable de le faire sans le soutien de l'adulte, c'est là où est-ce que parfois ça peut devenir très difficile pour les petits cocos. Donc, assurez-vous d'être présent pour guider le tour de rôle, mais lorsqu'il se sent seul, c'est certain que ça peut être difficile, puis il va se sentir peut-être moins en confiance, mais avec la pratique, je suis certaine que les habiletés vont continuer à devenir des acquis. Donc, si vous observez plusieurs comportements à défi face à attendre son tour, je vous encourage de réévaluer vos environnements, votre matériel, puis réévaluer vos attentes personnelles aussi auprès des enfants dans votre groupe pour assurer que vous répondez bien à leurs besoins. Maintenant, enchaînons avec notre troisième habileté prosociale, aide et compassion. Selma et Maman Bayan jouent avec leur éducatrice. Intéressée par le hochet, Selma l'agrippe sans tenir compte du désir de Maman Bayan. Peu de temps après, elle interagit avec Lunès de façon plutôt brusque, mais sans mauvaise intention. Comment l'enfant devient-il sensible à ce que vivent les autres? Le très jeune enfant ne peut pas comprendre que ses actions ont des conséquences positives ou négatives sur les autres. Il est donc normal qu'il prenne le jouet des mains d'un autre ou fasse tomber sa construction sans aucun remords. Jusqu'à 2 ou 3 ans, l'enfant a des interactions simples avec les autres. En grandissant, la maturation du cerveau, le développement du langage et les interventions soutenues des adultes permettent à l'enfant de prendre conscience que les autres existent en tant qu'individus avec leurs propres émotions. L'enfant peut alors interagir avec les autres en tenant compte de ce qu'ils ressentent. Expliquer à l'enfant sans lui faire de reproches les conséquences de ses gestes et de ses paroles sur les autres l'amène peu à peu à être sensible à ce qu'ils vivent. Le féliciter lorsqu'il fait un câlin à un autre enfant lui donne envie de recommencer. Il y en a d'autres là-bas. D'emblée, un très jeune enfant n'est pas sensible à ce que vivent les autres, mais il apprendra peu à peu à aider, réconforter et partager, tout comme Selma. L'aide et la compassion sont vraiment des compétences qui sont essentielles à l'établissement d'amitié. Donc, vous pouvez voir l'importance de nous, en tant que personnes éducateurs, de vraiment démontrer l'aide et la compassion, vraiment modeler ces sentiments-là, puis cette approche en tout temps, afin que l'enfant ait beaucoup d'opportunités de modèles au courant de son développement et de sa vie. Parce que lorsqu'on a les habiletés puis le vouloir d'aider et d'avoir de la compassion pour les gens, c'est vraiment les racines qui vont faire pousser et faire grandir et développer les autres habiletés. Donc, comment est-ce que vous, en tant que personnel éducateur, vous pouvez vraiment promouvoir les habiletés de vouloir aider et la compassion chez les enfants? Je pense que c'est important d'être attentif
aux enfants à leurs besoins et d'offrir un soutien de façon calme, authentique. On veut aller identifier les émotions. Tu es content, tu as de la peine, tu es excité, tu es heureux, tu es fâché. On veut valider et reconnaître les sentiments. On veut apporter beaucoup d'importance aux émotions parce que c'est très important dans le futur aussi auprès de nos habiletés sociales, auprès de nos amitiés avec nos pairs, surtout lorsqu'on regarde aux enfants d'âge scolaire, lorsqu'on voit souvent sur le plan des habiletés sociales, lorsqu'on voit des défis ou des lacunes auprès de leurs habiletés, c'est souvent parce que les habiletés prosociales comme celle-ci, aide et compassion, n'ont pas eu l'opportunité de s'approfondir et d'être acquis pleinement pour être capable de vraiment tomber en relation amicale avec les gens, tout en prenant compte des besoins les autres, de leurs émotions aussi. Alors, identifier les émotions de la personne, mais d'identifier les émotions de leur père aussi pour leur apporter à reconnaître comment est-ce que leur père se sent. Ça, c'est ce qui est important. On veut les apporter à reconnaître l'importance de vouloir aussi aider leur père. Hein? On veut aussi, lorsqu'un enfant, disons, se blesse, tombe, on veut que l'enfant veut peut-être vouloir aider à aller chercher une glace pour aider l'enfant, réconforter l'enfant. Alors, ce sont ça devient comme un peu des valeurs, mais vraiment, c'est des habiletés vraiment pro-sociales c'est important de promouvoir ceci. Alors, continuer, modeler de l'empathie et modeler la co-régulation avec les enfants. Ceci va vraiment les appuyer auprès de leurs interactions sociales dans le futur, lorsque ça devient plus complexe. Vous voulez aussi appuyer les enfants à trouver des solutions, l'inciter à trouver des solutions pour aider les enfants à se sentir mieux. Comme j'ai partagé auprès de la glace, on pourrait poser à l'enfant, « Oh, regarde, ton ami s'est fait mal, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner pour l'aider? » Peut-être que l'enfant va avoir une autre idée. Peut-être un livre pour regarder, peut-être sa bouteille d'eau pour le réconforter. Alors, on veut encourager l'enfant à lui trouver une solution, à penser à quelque chose que lui peut faire pour aider l'enfant à se sentir mieux. On veut nourrir ce sentiment-là, cette compassion-là. On veut aussi offrir aux enfants des occasions d'aider. Aller offrir un mouchoir, un jouet, si un enfant qui a besoin de l'aide durant la routine de l'habillement, puis on veut encourager les enfants de s'entraider entre eux. Alors, si vous êtes occupé à faire quelque chose ou vous savez qu'un enfant a la capacité de l'aider, un autre ami, on va l'encourager à vouloir aider ses pairs. On veut aussi, c'est important de reconnaître les actes spontanés de bienveillance chez les enfants. Donc, en étant attentif, engagé avec les enfants, vous êtes plus disponible de renforcer et valider lorsqu'on voit qu'un enfant fait un geste de bienveillance auprès d'un autre enfant. Donc, on veut encourager ceci en le renforçant puis en validant exactement le comportement spécifique que l'ami a fait. Donc, enchaînons avec notre dernière habileté prosociale, la résolution de conflits. Donc, oui, la résolution de conflits devient une habileté qui va aussi être à la base, être à la fondation pour être capable de plus tard de développer des habiletés sociales plus complexes, d'interagir de façon positive. Donc, on va regarder la petite vidéo ensemble, puis on va vous proposer des stratégies encore pour vous appuyer à promouvoir la résolution de conflits dans vos programmes. Comment faire pour éviter les conflits à 2 ans? Les petits trotteurs ont surtout besoin d'expérimenter. Et quand il n'y a pas assez de jeux pour tout le monde, ça tourne mal.
Ils ne peuvent pas encore différer leur plaisir ou se coordonner pour faire ensemble. Raphaël n'est pas prêt à laisser sa place. Il n'a pas fini d'étudier toutes les possibilités du jeu. Il finit par mordre Paul pour lui faire lâcher l'objet. Raphaël, attention les dents. Non, ça c'est non. À cet âge, impossible aussi de contourner un obstacle. Il faut poursuivre sa route coûte que coûte. On ne sait pas encore freiner son élan. Chez les grands de 3 ans, la négociation devient possible. Le langage permet d'exprimer son point de vue et on commence à pouvoir différer un désir pour tenir compte de celui du copain. C'est moi qui conduis. Non, c'est pas toi qui conduis, c'est nous. Nous, on est devant. Niki essaye de convaincre Maxence que la place du conducteur est déjà prise. Sophie est devant, moi je suis devant. Moi je discute avec elle. Moi je suis fâchée. Et bien moi aussi. Mais moi aussi. Il est énervant parce qu'il va aller au coin tout de suite et on va le punir. Léopoldine énonce la loi. Les règles sociales sont en cours d'acquisition. La dispute est évitée, mais dès que la place est libre, Maxence l'occupe. Et après je me le prête. Ouais. Niki accepte même de lui céder l'attribut du conducteur. Vienne. En cas de conflit, la médiation de l'adulte est indispensable pour mettre en mots et faire en sorte que les enfants apprennent à trouver des solutions entre eux. C'est Valentin qui l'avait. Tous les deux. Non. C'est Valentin. Oui. Bravo, mon Raphaël. Oui, tu veux jouer avec Valentin. Tu donnes à Valentin. Cela demande une certaine constance, mais une fois le langage acquis, les enfants seront mieux préparés à gérer seuls leurs disputes. Donc, comme vous avez pu voir, j'aime bien cette capsule vidéo parce que je crois que ça démontre très bien l'approche de l'éducatrice. Surtout à la fin, avec le petit scénario avec les 2 petits amis, l'éducatrice, elle avait une approche très calme et neutre. Elle a validé le désir de l'enfant qu'il voulait un tour, mais elle a confirmé puis rassuré l'autre enfant que c'était à Valentin. Valentin avait la boîte. Donc, puis elle a donné peut-être une solution. Tu veux jouer avec Valentin? Alors, elle a interprété son désir qu'il voulait jouer avec l'enfant. Puis, elle a été capable de faciliter cet échange-là et ce jeu et de bien résoudre le conflit avec les jeunes enfants. Donc, c'est certain que notre approche et la façon peut-être qu'on va appuyer la résolution de conflit va différencier tout dépendamment encore des âges des enfants sur le plan, quelles sont leurs habiletés sur le plan du langage, ainsi que sur le plan socio-émotionnel aussi. Comment est-ce qu'on peut, c'est important d'appuyer les enfants à venir, à trouver la solution plutôt que de résoudre le problème avec eux. Hein? Pour eux, je veux dire, souvent on est porté à, lorsqu'il y a un conflit, d'arriver au conflit, puis hop, peut-être enlever le jouet, mais à ce moment-là, on manque à développer les habiletés de comment est-ce qu'on peut résoudre un conflit lorsqu'on y fait face. Puis, ça débute à un très jeune âge parce que ça prend beaucoup, beaucoup de pratique, beaucoup d'expérience. On veut vraiment favoriser puis appuyer les enfants à travers cette pensée-là, cette réflexion-là pour être capable de venir à trouver des solutions puis à résoudre des conflits. Les enfants, lorsqu'ils sont capables de résoudre leurs propres conflits, premièrement, on va nourrir la confiance en eux, mais ça leur donne tellement un sentiment de fierté que lorsque 2 enfants arrivent à négocier puis à trouver une solution ensemble. Si je fais référence un petit peu au début du vidéo avec les enfants qui étaient assis tous dans le train ensemble, c'est certain que ça prend du langage. On voit que les enfants ont appris à valider, à nommer leurs émotions, puis ils le font d'une façon très naturelle et spontanée entre eux. Et cet élément-là permet aux enfants de bien résoudre leurs conflits parce qu'ils ont appris et pratiqué ceci.
Donc, en tant que personnel éducateur, afin qu'on puisse venir à vraiment appuyer les enfants à avoir un scénario comme celle-ci qui est positif, on veut s'assurer que lorsqu'on offre un soutien aux enfants, qu'on le fait d'une façon calme et neutre, hein, parce que notre état va être transféré, ce transfert est contagieux avec eux. Alors, s'il y a un conflit, puis on arrive rapidement, puis on tente de trouver la solution ou d'imposer une solution, on ne vient pas à développer les habiletés et on ne vient pas à instaurer le calme. Hein, parce que quand il y a un conflit à l'intérieur de eux, leur impulsivité, leur émotion devient très grande. Donc, nous, on veut répondre de façon calme et neutre. Hein? On veut faire preuve d'empathie pour reconnaître qu'il y a un conflit, puis on veut aller valider ce que l'enfant ressent, puis on va aller aussi valider le désir de l'enfant. Puis, chez un enfant de très jeune âge, bambin préscolaire, c'est souvent important de valider leur désir parce que leur désir prend souvent une forme plus grande que leurs émotions parce qu'ils n'ont pas nécessairement appris à reconnaître leurs émotions encore. Donc, c'est un petit peu ambigu pour eux. Donc, lorsqu'on valide ce que l'enfant désire et on valide aussi l'émotion parce que c'est important, on veut valider les deux. On va vraiment répondre puis apporter un sentiment qu'il se sent compris à ce moment-là. Puis ensuite, l'enfant va être à un état, un endroit où est-ce qu'on peut maintenant peut-être s'engager dans la résolution du conflit parce qu'on est allé répondre au désir, à l'émotion aux deux enfants. OK? Donc, parfois, oui, il faut interrompre l'activité. On va peut-être se mettre entre les enfants, peut-être mettre notre main sur l'objet si on a besoin. Des fois, on va peut-être demander, je vais tenir la voiture pendant qu'on en discute, puis ensuite, on va trouver une solution ensemble. Alors, on va en discuter avec l'enfant aussi, comment est-ce qu'on va venir à interrompre l'activité. On va inviter l'enfant, c'est important d'inviter l'enfant à peut-être partager leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être ça va être seulement un mot, mais ça va être à nous d'interpréter la situation aussi, puis d'aller valider les deux côtés, de répéter ce que l'enfant nous dit aussi pour qu'il se sente compris. Donc, on va décrire ce qu'on a aussi observé, raconter l'histoire pour eux. Tu veux vraiment jouer avec le ballon que ton ami a maintenant. Ah, toi, tu voudrais jouer avec ton ballon toute seule. OK. Alors, tu sais, on va dissecter un petit peu, puis parler de qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qui se passait, pour aider aux enfants aussi à comprendre la situation et le conflit. On va reformuler, clarifier ce que vous comprenez de ce que l'enfant nous a partagé aussi, si l'enfant nous a partagé quelque chose. Puis, on va inviter les enfants à penser à une solution. Hein? On va les inciter, on va poser une question. Parfois, on va peut-être venir, si les enfants ne répondent pas ou sont trop jeunes, on va souvent proposer une solution. Parfois, on peut proposer des choix de solutions pour que l'enfant puisse avoir aussi une prise de contrôle, une prise de décision dans la résolution de conflits. C'est important. On veut être présent et à l'écoute de l'enfant. Puis, on veut quand même toujours continuer d'être très empathique auprès de ses émotions tout au long de la résolution de conflit. Puis, on va venir à négocier une solution sur laquelle les deux enfants s'entendent. Parfois, ça peut prendre du temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer à être présent, mais le moins possible qu'on veut aller retirer les objets. On veut vraiment trouver une solution où est-ce que les deux enfants vont pouvoir s'entendre. Puis, à ce moment-là, on va demeurer parfois à la proximité pour assurer que si le conflit revient, qu'on est juste là, qu'on est présent pour encore appuyer et aider les enfants à travers la résolution. Je pense que l'important, quand on parle de la résolution de conflit, c'est de vraiment apporter les enfants à proposer, à penser à leur propre solution. Puis, c'est vraiment à ce moment-là qu'on développe cette habileté-là, de trouver des solutions lorsqu'on trouve un conflit. Et lorsque l'enfant vit beaucoup d'expériences positives puis est capable de trouver des solutions, il va moins, lorsqu'un autre conflit qui se présente, il va avoir moins tendance de se faire
de prendre une surcharge de son impulsivité. Il va avoir une meilleure prise de contrôle sur ses émotions parce qu'il va être capable de trouver une solution qui va répondre à ses besoins et les besoins de l'autre enfant aussi. Donc, ceci fait le survol des 4 habiletés prosociales qui est très, très important à promouvoir et favoriser au sein du développement des enfants. Ça va vraiment, c'est la base, c'est la fondation, c'est la fondation là, qui va bien soutenir toutes les autres habiletés sociales qui vont venir avec le temps et les autres expériences. En tant que personnel éducateur, on joue un très, très gros rôle auprès du développement de ces habiletés-là parce que les enfants ont plusieurs opportunités, sont dans un contexte social à tous les jours. Donc, prenez avantage de ces moments-là, puis créez des opportunités pour pratiquer ces habiletés-là pour que vraiment ça devienne des acquis pour eux. C'est aussi important d'observer, de documenter les comportements des enfants, puis comment est-ce que les habiletés des enfants aussi. Si jamais vous avez des préoccupations, je vous encourage de consulter le document Signaux d'alarme. C'est un guide de référence à l'usage des professionnels de la petite enfance d'Ottawa. Puis à l'intérieur, vous allez avoir des points auprès du développement de l'enfant que vous allez pouvoir y faire référence. Aussi, il y a une belle section qui souligne les différentes étapes et différentes façons où est-ce que vous pouvez communiquer et partager des signaux d'alarme, vos préoccupations auprès des familles. C'est important en tant que professionnel que lorsque vous avez des préoccupations à l'égard du développement de l'enfant, vous avez la responsabilité aussi de le partager avec la famille. C'est important de le faire d'une bonne façon pour que ça soit bien reçu par la famille. Donc, moi, je trouve que c'est important toujours de favoriser, de maintenir une communication active avec la famille. Partagez souvent ce que vous observez, que ça soit positif. On veut que la famille se sente partie de l'équipe et qu'il y ait une coopération, une collaboration avec la famille. Le plus que vous avez une communication ouverte et active avec la famille, le plus qu'eux vont être réceptifs. Si jamais vous avez un moment où est-ce que vous devez peut-être communiquer quelque chose qui est plus une préoccupation auprès de leur enfant. Puis ça, c'est un élément important pour que le parent soit dans un état de bien recevoir cette information-là. Par contre, sachez puis soyez prêts que les parents peuvent réagir d'une multitude de différentes façons. Puis c'est important d'être prêt à être empathique avec leurs sentiments aussi. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs listes de vérification du développement, comme celles qui se retrouvent dans les signaux d'alarme, mais aussi la liste de vérification du district de Nipissing, de l'apprentissage des enfants à la portée de tous aujourd'hui un autre. Le bilan de la communication de premiers mots est superbe. Je ne sais pas si vous avez jamais eu l'opportunité de le faire en ligne. Un super bel outil afin de bien dépister si vous avez vraiment, si vos préoccupations devraient vraiment être partagées avec la famille. C'est important d'avoir des bonnes observations qui sont objectives, qui vont vraiment vous appuyer lorsqu'il va venir un moment où est-ce que vous devez partager les préoccupations à la famille. Je vous encourage de poser des questions aussi à la famille, demander aux parents qu'est-ce qu'eux observent à la maison pour s'engager dans un échange, dans une conversation lorsqu'on s'apprête à partager peut-être des préoccupations. C'est important de trouver un bon temps aussi pour le faire, pour encore là, encourager l'échange, puis que le parent soit bien disposé pour recevoir vos observations. Donc, je vous encourage de faire référence à la trousse de formation qui vous a été partagée. Vous avez d'autres belles ressources pour accompagner la formation d'aujourd'hui, pour approfondir vos connaissances, vos apprentissages aussi. Si vous aimeriez avoir d'autres pistes de stratégie ou d'autres idées, je vous encourage aussi de consulter notre site web et notre bulletin de nouvelles aussi, où on partage beaucoup d'activités, de ressources qui pourraient vous intéresser. Il y a aussi notre bibliothèque ici aussi, où est-ce qu'on a une multitude de ressources, de livres qui pourraient aussi vous accompagner.
Puis, on a une belle bibliothèque avec des livres d'enfants que si jamais vous aimeriez prioriser ou cibler une habileté plus spécifique, comme le partage ou attendre son tour, ou comment être un ami, comment faciliter les enfants dans le jeu. On a plusieurs livres pour les enfants que vous pourriez peut-être lire en causerie ou temps de cercle ou lorsque vous avez une opportunité avec votre groupe. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourriez toujours emprunter des livres du CIGE, puis aussi, vous pouvez toujours consulter votre bibliothèque municipale aussi. Si jamais vous aimeriez avoir autre ressources ou vous aimeriez consulter notre bibliothèque, vous pouvez aller sur le site web. S'il y a quelque chose, un livre en particulier que vous aimeriez emprunter, vous pouvez toujours communiquer avec votre consultante ressources. Elle fera un plaisir de vous apporter les ressources. Puis, si vous êtes à la recherche de d'autres ressources aussi, vous pouvez toujours communiquer avec elle ou elle, puis cette personne-là va définitivement vous accompagner dans votre piste et dans votre cheminement professionnel. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Puis, ça m'a fait un plaisir de présenter la formation. Dans les quelques secondes à suivre, vous allez avoir un petit quiz à remplir afin de recevoir votre certificat qui confirme que vous avez bien participé à la formation sur promouvoir les habiletés sociales. Merci beaucoup et passez une belle journée.